Donc, on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire sur le sujet de la transformation des organisations. Donc, je suis Florence Catala. Je vais vous présenter un petit peu Over the Moon et qui je suis. Et puis, on va passer donc 1 heure et demie sur ce sujet passionnant qui est quand même, depuis 20 ans finalement, anime les organisations. Mais il y a toujours des choses à apprendre. Alors, ce qu'on vous propose ce matin, c'est une petite introduction sur Over the Moon, qui on est pour ceux qui ne nous connaissent pas. On va vous parler de quelques verbatim de ceux qui ont vécu des transformations. Et puis surtout, on attaquera très vite, finalement, qu'est-ce qu'une transformation vue de notre point de vue. Et du coup, on va vous apporter quelques premiers outils, questions à se poser, critères, vous verrez comment on l'aborde, sur comment évaluer durablement et piloter avec ces critères finalement la transformation qu'on est en train de mener. Et ce sont vous verrez, des critères qui sont ouverts à tous, ce qui fait que collectivement, chacun sait où il en est et ce qu'il lui faut pour réussir sa transformation, qu'elle soit pour l'entreprise, parce que vous verrez que la somme d'une transformation, c'est la somme des transformations de chaque unité de terrain. Voilà, donc quelques mots en introduction sur la transformation. Donc, Over the Moon, c'est plus de 15 ans de transformation pour différentes raisons. Chacun des associés a travaillé dans la transformation, soit d'un point de vue opérationnel en entreprise, soit nous sommes depuis 5 ans ensemble dans le cadre d'Over the Moon sur la mise en place de transformation. Donc, Catherine, une de mes associées, a été directrice de transformation dans les télécoms, et Olivier a traité les transformations en ayant une agence de com. Et moi-même, depuis 15 ans, j'ai fait 10 ans chez Danone, où j'ai vécu des startups et des transformations. Et puis, depuis 15 ans, dans la transformation des organisations, au travers d'une première structure pendant 10 ans qui s'appelait Belle Aventure, et puis une deuxième, Over the Moon, depuis 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Juste pour que vous sachiez qui on est, on a 5 grands types d'offres, on va dire, façon d'aider nos clients. On a une approche qu'on appelle projetée, qui est d'accompagner les clients dans définir une stratégie de façon collaborative avec une organisation. On part du principe que ce qui fait qu'une stratégie va vite dans sa mise en œuvre, c'est qu'elle a été co-construite avec les gens qui vont la mettre en œuvre. Donc, on propose aux dirigeants une approche de stratégie définie ensemble, collaborativement avec les équipes. Deuxième chose, c'est transformer, c'est-à-dire on a défini la stratégie, peut-être pas de façon collaborative d'ailleurs, c'est pas très grave, mais je ne sais pas comment la mettre en œuvre. Donc là, on va venir aider les clients à mettre en place les transformations de façon collaborative. Et puis, voire même, il y a des projets qui ont démarré et pour lesquels on vient nous solliciter parce qu'ils sont à l'arrêt ou ils ont du mal à avancer et donc il faut aller les accélérer. On a une troisième offre qui s'appelle pérenniser. Alors, c'est pérenniser en fait les gestes clés et le management collaboratif au sein de l'organisation. Pas forcément dans des logiques de projet de transformation, c'est plutôt managérialement comment j'installe durablement une culture collaborative et de performance dans l'organisation. Voilà, on a une offre évaluée, vous verrez, c'est un petit, on va l'aborder aujourd'hui parce qu'une façon d'évaluer où on en est sur sa transformation ou comment la réussir, c'est d'utiliser une logique de diagnostic qui va nous aider à structurer et évaluer cette transformation. Et enfin, on a un métier qui est la mobilisation au travers de séminaires collectifs. C'est comment aider les managers, les équipes, les dirigeants à mettre en place des moments collaboratifs qui vont permettre de redonner du sens et de l'action pour les prochains enjeux qu'ils ont à rencontrer. Voilà. Alors, juste on vous cite des clients parce que en fait, nous travaillons, surtout on cherche à travailler beaucoup avec des entreprises de taille moyenne, qu'on appelle aujourd'hui des ETI ou des PME. Alors, ça peut être des filiales aussi de grands groupes. Quand on met Alstom, en fait, c'est un peu abusif parce que on a travaillé, par exemple, je vous donne un exemple, je ne vais pas tous les nommer, mais avec Alstom Transport, qui est la filiale transport d'Alstom. Voilà. Mais on cible surtout au Crédit Agricole, on a travaillé avec Cassif, par exemple, qui est une filiale du Crédit Agricole, une petite filiale. Voilà. Donc, on cible surtout les ETI et les PME et PMI dans l'industrie.
Alors, pourquoi se lancer dans un projet de transformation? Alors, la première chose à retenir, c'est que pour se transformer, on ne se transforme pas juste parce qu'un matin on l'a décidé. Ce ne sera pas crédible pour ceux qu'il va falloir engager à se transformer. Donc, il faut faire attention à bien se transformer parce qu'on doit apporter une réponse ou on doit anticiper. Donc, soit on est dans la réponse parce que ça nous a déjà heurté, c'est-à-dire quelque chose autour de nous a changé. On a des nouvelles contraintes qui peuvent être législatives ou de marché. Euh, ou on veut anticiper parce qu'on sait que ça va arriver. Je vous prends l'exemple d'une cliente qu'on a eue qui avait une problématique intéressante qui était qu'elle voyait que l'IoT était un enjeu majeur pour passer d'une logique de produits à services et de changer complètement son offre pour anticiper les nouveaux besoins à marché. J'espère que l'IoT est clair pour tout le monde. Et cette dirigeante se trouvait face à une équipe d'ailleurs qui ne percevait pas ce changement dans l'environnement. Déjà, euh, un des facteurs clés de succès de la transformation, ça va être d'être aligné sur pourquoi on doit se transformer et qui doit forcément être une réponse à un changement majeur dont on va devoir partager la perception. Alors, les types de questions qui ont pu être posées, ça vous donne des exemples de ces perceptions différentes. Donc, par exemple, nous avions travaillé avec un client qui partait d'un problème de qualité. Ils avaient été mis en arrêt par des clients sur des commandes qui avaient été mises en hold, en pause, c'est-à-dire qu'on arrête les commandes qui avaient été préprogrammées. Et donc, comme il le disait, nous devions initier un programme visant à gagner la confiance des clients sans délai. Donc, en fait, vous allez voir que les 4 situations que j'ai partagées avec vous sont des situations quand même assez d'urgence. Et ça, c'est une des caractéristiques de la transformation. C'est qu'une transformation ne peut réussir, que s'il y a un sentiment d'urgence partagé par l'organisation. Deuxième type d'exemple, on devait embarquer tout le monde dans ce plan stratégique et on ne savait pas comment le faire. Alors ça, c'est la stratégie avait été partagée, mais, et ça c'est une phase importante, là on s'est à peu près aligné, c'était le cas du client, le travail d'alignement sur la stratégie avait été fait, en tous les cas jusqu'aux lignes de management intermédiaire, mais on est dans une deuxième question qui est comment je fais pour y aller. Donc comment je m'y prends et comment je vais embarquer. Donc la réponse à l'extérieur avait déjà été faite à la menace de mon extérieur ou à la réponse de mon environnement. Deuxième chose, on avait une menace forte, il fallait apprendre à sortir des offres plus rapidement pour se mettre au rythme de concurrents plus petits. Donc ça, c'est un autre type de besoins qui sont assez courants aujourd'hui, hein, qui sont les marchés. On était encore avec un client hier qui nous disait ça bouge tellement vite autour de nous qu'on ne sait plus comment bouger. Donc comment je fais, on parle ici en fait d'agilité, hein, de réactivité au marché, comment je fais pour réagir plus vite puisque le marché me l'impose de plus en plus et la concurrence. Alors ça, c'est un autre type de besoin. C'était très intéressant. C'était un directeur général qui s'était engagé à faire un plan de performance, un résultat de performance en 2 ans, là où il avait l'habitude de le faire avec son organisation en 5 ans. Donc son urgence, c'était de dire, c'était assez particulier, je me suis engagée auprès de mon DG, qui lui-même avait la pression de sortir du résultat pour maintenir les prix les plus bas, c'était dans la grande distribution, maintenir les prix les plus bas auprès des consommateurs. Et donc maintenant, j'ai le couteau sous la gorge, comment je fais pour aller embarquer les 60 patrons d'usine sur un plan de performance très agressif. C'est un groupe de distribution, on peut les nommer, hein, ils s'appellent Intermarché, c'est le seul groupe en France qui a des usines. Et donc, il fallait les aider. Ces usines, elles fabriquent par an à peu près 20% des produits qui sont dans les rayons. Ils ont leur propre marque. Vous en entendez beaucoup parler depuis 2-3 ans, puisqu'ils font une vraie communication là-dessus, sur leur propre marque, etc. Et donc, c'était d'aller chercher ce plan de performance très agressif. Voilà. Donc ça, c'est des situations assez différentes, mais qui montrent que à chaque fois, j'avais une problématique extérieure à laquelle je devais répondre. Après, tout l'enjeu, ça va être à certaines étapes, de conforter l'idée que cette menace, cette urgence est partagée par l'organisation. Alors, qu'est-ce qu'une transformation vu de notre point de vue? Alors, j'insiste, il y a différentes façons d'aborder la transformation. La nôtre est un peu singulière. Elle est issue de 15 ans de travail avec des clients sur les organisations. Et surtout, elle est aussi l'intégration de beaucoup de choses qui ont été faites par des chercheurs,
à partir d'études terrain d'ailleurs. Donc on est des adeptes, vous verrez plus tard, de gens comme Latour, comme Jean-Christian Fauvet sur la sociodynamique, etc., sur des chercheurs qui ont beaucoup travaillé. Donc on intègre et puis on développe nos propres protocoles de réponse pour aider les clients à accompagner leur transformation. Donc on a un regard particulier qui est le nôtre, issu de toutes ces expériences. Alors avant de rentrer dans le détail, je voulais vous dire que s'il y avait 3 choses à retenir vraiment ce matin, c'est les 3 qui suivent, de mon point de vue pour vous aider. Alors la première chose, premier critère de succès d'une transformation, c'est générer le désir de transformation. S'il n'y a pas de désir, et c'est du marketing en fait, c'est générer l'envie, c'est quand on dit qu'on génère le désir, c'est que les gens vont venir vous demander cette transformation parce que pour eux, elle est nécessaire pour avancer et atteindre les objectifs collectifs qui ont été fixés. Donc il y a une vraie logique de pull, entre guillemets, PU2L en anglais, et pas de push. Donc il va falloir marketer le projet de façon à ce qu'il soit désirable pour toutes les équipes de l'organisation. C'est un chemin pas facile, mais c'est la première condition. Voilà. S'il ne fait pas sens, alors derrière le désir, il y a la logique de sens. Il fait sens, c'est-à-dire il est crédible. Cette transformation va nous permettre d'adresser l'urgence ou la menace qui est sur nos têtes et à laquelle on doit répondre. Ça, c'est le critère le plus important. Et deuxièmement, derrière la logique de sens, il y a une deuxième logique, un deuxième besoin, qui est le besoin de reconnaissance, c'est-à-dire si je m'engage, je sais que je vais être reconnue dans la réussite que je vais apporter à l'organisation. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a toute la logique de désir et le point de départ de toute transformation réussie. Voilà. Si elle n'est pas désirée, si je ne perçois pas le sens et un bénéfice, il y a peu de chances que j'aille mettre beaucoup d'énergie dans cette transformation. Le deuxième élément structurant d'une transformation réussie, c'est vivre une transformation au sens, alors j'utilise souvent cette formule, parlez-moi de moi, c'est-à-dire le mot transformation, évolution fait toujours peur parce qu'en fait la première chose à laquelle ça fait référence, c'est qu'est-ce que je vais devenir. Donc les gens passent beaucoup d'énergie à concevoir une solution technique. 90% de l'énergie et des investissements sont posés sur la solution technique et en général 10% des investissements du temps est dédié aux gens. Or, en fait, le succès, il va être porté par des personnes. Et ces personnes, il va falloir aller les rassurer et les embarquer. Et donc, ça commence par s'adresser à eux, les identifier, les connaître et savoir justement mieux comprendre ce qui les motive, ce qui les dérange et comment aller les chercher pour en faire des alliés de votre projet. Donc, il va falloir bien allouer le temps nécessaire à la compréhension de là où ils en sont, là où ils veulent aller, et puis ensuite attendre qu'ils viennent vous demander de l'aide. Mais il va falloir passer un temps beaucoup plus important que ce que l'on imagine au départ, souvent. Et j'ai un client on a un client qui un jour, à la fin de la transformation, me disait: Florence, j'ai compris que depuis 25 ans, j'investissais 95% de mes budgets sur les process d'un point de vue technique et je n'ai pas du tout investi sur les gens et c'est une énorme erreur que j'ai faite depuis 25 ans. Je viens de comprendre qu'il faut investir d'abord sur les gens. Ça paraît idiot, mais je vous assure qu'encore aujourd'hui, c'est un verbatim qui date de pas très longtemps. Voilà, donc s'occuper des gens et leur parler d'eux. C'est un critère, deuxième critère de succès. Le troisième critère de succès, c'est qu'une transformation, justement, à la fois, il faut s'adresser à eux en intuitu personné, mais il faut les mettre dans un dispositif qui font qu'ils ne se sentent jamais seuls. Donc, une transformation, c'est une aventure collective. Je ne démarrerai dans cette aventure que si j'ai le sentiment d'être porté collectivement par un collectif et que cette aventure, on est solidaire. En fait, on partage l'effort, on partage l'objectif, on partage le chemin. Et donc, je ne me sens pas seule. Et je ne me sens pas seule pendant toute la durée de la transformation. Ce n'est pas seulement au début parce que j'ai fait un séminaire, il va falloir mettre en place un système d'animation qui fait que je ne me sens jamais seule et que je suis connectée via
via un réseau particulier d'ailleurs, je suis connectée à l'ensemble de l'organisation avec laquelle cet effort est à fournir. Voilà. Ce sont les 3, j'allais dire, critères fondamentaux qu'on rappelle systématiquement quand on rencontre un prospect ou quand on est même en pilotage de transformation, on va s'axer sur garantir que ces 3 piliers sont tenus. Alors, transformation, de quoi parle-t-on? Alors, d'abord, une transformation, nous, on le compare à un processus d'innovation. Enfin, c'est même pas qu'on le compare, on le traite comme un processus d'innovation. Vous savez qu'il y a la pente de la désillusion, le gouffre des désillusions dans les transformations qui est bien connu. C'est le même d'ailleurs pour les innovations. Et donc, on va considérer une transformation comme étant une innovation. Une innovation. Pourquoi? Parce qu'une innovation, c'est comme inscrire un corps étranger dans un système humain. C'est comme quand vous recevez le virus du rhume, il va falloir réagir et s'y adapter. Et en fait, une transformation, c'est pareil. Et il s'avère que ce n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il va se passer plein de choses qui font que le mouvement d'intégration de cette innovation, de cette transformation, va bouger en fonction des acteurs. Et chaque acteur va faire que cette transformation, elle va vivre des hauts et des bas. Et que justement, tout l'intérêt, c'est de s'assurer que ces hauts et ces bas font qu'on garde quand même le momentum de la transformation et qu'on ne perd pas les gens au fur et à mesure. Donc, comme toute innovation, une transformation, il peut y avoir l'étincelle du démarrage. On part, on est à fond les ballons. On a à peu près perçu, on a acheté le sens. Les acteurs, on va dire, on va pas dire une majorité, mais une bonne proportion des acteurs vont acheter le sens, les objectifs. Mais très vite, on peut très vite dans le gouffre des désillusions, puisque ce qui peut se passer, c'est que si je ne comprends pas ce que ça veut dire pour moi, pour mon territoire de responsabilité, et comment je m'y prends pour y aller, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de moi ou qu'est-ce que je peux proposer pour y aller et que je n'arrive pas à me le formuler, on va perdre, c'est là que commence effectivement cette courbe descendante et qu'il faut éviter de descendre effectivement trop bas parce que sinon on perd les gens et la transformation s'enlise. Voilà. 80% des projets de transformation sur lesquels on intervient quand ils ont démarré, c'est ce passage important qui est raté, c'est-à-dire on est clair sur où on veut aller, on a identifié des chantiers de transformation macro, ok, mais on s'est arrêté là et ensuite on a dit aux gens, on y va, allez-y. C'est pas suffisant, on va le voir après, mais c'est souvent là que se crée ce gouffre des désillusions, puisque je n'ai pas traduit, je n'ai pas aidé l'acteur opérationnel de terrain à traduire l'objectif global en objectif local et en transformation locale. Voilà. J'ai compris que qu'il fallait, je ne sais pas moi, développer des nouvelles offres, qu'il fallait développer les ventes à l'international, etc. Mais je n'ai pas fait le niveau suivant de traduction de ces grands chantiers en qu'est-ce que ça change pour moi qui suis responsable commercial ou responsable administration des ventes d'une business unit. Voilà, donc c'est ça qui crée ce fameux gouffre et qu'il faut travailler et c'est le rôle, on va le voir plus tard, de l'équipe projet. Donc une transformation, c'est une innovation et on va vivre ce pic qu'il va falloir piloter. Deuxièmement, pour embarquer les équipes dans cette transformation, on a mis cette innovation. Comme pour toute innovation, il va falloir aller chercher les early adopters. Alors là, on s'appuie sur les principes de la sociodynamique. Certains d'entre vous connaissent peut-être et utilisent au quotidien, ce qui est déjà super. Donc c'est Jean-Christian Fauvet, qui est un ancien de Bossard Consultant, qui a créé ça il y a 30 ans. Et qui a montré la logique de sociodynamique de groupe, des groupes. Et donc, on utilise ça, pourquoi? Parce que c'est un moyen très simple et objectif de piloter justement la sociodynamique de votre transformation et des groupes que vous allez embarquer dans votre transformation. En fait, la cible, alors avant, la cible, ce sont ce qu'on appelle les triangles d'or et les hésitants, on va y revenir. Ce sont des managers qu'on va évaluer comme étant d'un certain type. Et ces managers, pourquoi on va les chercher? C'est comme en innovation, les early adopters, c'est ceux qui ont compris avant les autres, le quoi et le pourquoi, et qui ont déjà compris comment y aller.
Et donc, ces gens-là, on va s'appuyer dessus, on va les mettre en valeur, on va mettre en valeur ce qu'ils font pour montrer le chemin aux autres. Euh, les projets meurent pas de trop d'opposants, mais de trop peu d'alliés. Donc, dans les projets de transformation, on a tendance à essayer de convaincre ceux qui sont dans les zones rouges, ici, sur ce schéma, c'est-à-dire les grognons, les opposants et les révoltés. Or, c'est un temps perdu, parce que les gens qui sont opposants, la seule chose qui fait qu'ils bougeront, c'est qu'autour d'eux, des gens qui sont proches d'eux vont bouger aussi. Donc, il faut trouver dans leur cercle des gens qui sont hésitants au triangle d'or sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Donc, la première chose à faire dans un projet de transformation, c'est d'aller identifier qui sont les early adopters de votre transformation. Donc, il faut les connaître intimement. On revient à connaître intimement les acteurs de votre transformation. Ça, c'est clé parce que ce sont ces gens-là qui vont tirer le mouvement de la transformation. Je donne un exemple personnel vécu il y a 15 ans lorsque j'ai démarré dans ce métier. C'était une mission qui était donc chez Alstom Transport. On était dans la transformation d'Alstom Transport après la reprise par l'État, le refinancement par l'État d'Alstom Transport. Et on lance donc, le Boston avait lancé une nouvelle stratégie avec l'équipe et il fallait la mettre en œuvre. Moi, jeune, j'apprenais le métier pour comprendre ce qu'on faisait avec mon associé de l'époque. Et puis, je suis donc en charge d'un périmètre de manager chez Alstom Transport. Et en faisant la tournée des popotes de l'ensemble des managers que j'avais à animer, je fais le bilan en les interviewant post-séminaire de lancement, qu'en gros, sur les 60, 40, on va dire 45, pour faire simple, 45 managers que j'avais à animer, j'en avais identifié un qui avait compris le quoi, le pourquoi et qui était déjà dans le comment. 12 mois plus tard, c'est celui qui a permis aux 44 autres de réussir et de faire qu'ils étaient au résultat 12 mois plus tard attendu pour la phase. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai utilisé cette personne pour communiquer aux autres sur ce qui se passait sur un territoire qui n'était pas leur, mais sur lequel il se passait des choses. Voilà. Donc, ça paraît simple, mais c'est ce qui fait que ça marche. C'est de s'appuyer sur ces gens-là pour avancer. Alors, un triangle d'or, il a quelle particularité? C'est quelqu'un qui sait prendre, vous voyez qu'il y a deux axes. Il y a un axe synergie et un axe antagonisme. Alors en fait, il est le mélange d'un niveau synergique par rapport à la transformation, c'est-à-dire qu'il a pris une initiative, il n'a pas attendu qu'on vienne lui dire ce qu'il fallait faire, il n'a pas beaucoup demandé d'aide. En fait, il est parti tout seul parce qu'il avait compris et il avait acheté le sens, il l'avait traduit pour son organisation locale d'ailleurs, qui était une entité opérationnelle au Canada. Donc il faisait partie de ceux qui avaient pris l'initiative et qui était ce qu'on appelle un triangle d'or. Le mieux, c'est les plus 3, moins 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire moins 2 en antagonisme? Ça veut dire que ce sont des gens qui vont venir vous dire « Ah, mais là, je ne suis pas tellement d'accord avec ce que vous proposez. Par contre, j'ai un truc autre à vous proposer issu de mon expérience ou issu de nos expériences dans l'équipe ou de mon vécu précédent. Je l'ai déjà fait et voilà ce que je vous propose pour améliorer le système. » Donc, ce sont des gens qui vont être dans le mouvement, tout seuls, ils n'ont pas besoin qu'on vienne les aider, mais qui vont venir vous aider à faire progresser le projet pour les autres, pas seulement pour un enjeu personnel, mais pour même un enjeu collectif. Donc ce sont des gens très précieux et ce sont ceux-là qui vont vous permettre d'embarquer la transformation. Donc il faut les chouchouter, au sens, il faut être à leur écoute et venir et les suivre. En fait, il ne faut surtout pas aller les embêter, hein. Il faut aller les suivre et mettre en valeur ce qu'ils font pour les autres et cross-fertiliser les événements et les faits, les actions qu'ils vont mettre en place. Voilà. Je pourrais passer 2 heures sur ce schéma. Pourquoi on met dans la cible les hésitants? Parce qu'en fait, les hésitants, ils regardent les triangles d'or. Donc, ils vont chercher à comprendre grâce à eux quels bénéfices ils peuvent tirer de cette transformation. Les triangles d'or vont être les traducteurs, si vous voulez, de la transformation pour les hésitants. Et en fait, en rapprochant les hésitants des triangles d'or, petit à petit, ils vont basculer. Donc, tout l'enjeu, c'est de basculer les hésitants vers les triangles d'or. Dans une transformation, vous avez
Nous, on ne démarre pas une transformation si on n'identifie pas un minimum de 20 à 25% de managers alliés à la transformation. Si on est à moins de 25%, ça veut dire que la transformation n'est pas perçue comme une solution crédible pour l'enjeu de l'organisation. Donc, on dit il faut retravailler la solution avec les acteurs d'ailleurs. On sera amené du coup à faire une démarche collaborative qui est bien, mais finalement, qu'est-ce qui manque dans cette transformation pour qu'elle soit crédible et qu'elle puisse terrasser finalement l'urgence qu'on est en train de traiter. Voilà, donc, et tout le long du projet, on va s'assurer que non seulement on est au minimum à 25%, mais surtout que ce nombre de triangles d'or évolue positivement. Voilà, en nous aidant d'eux pour aller chercher les hésitants qui basculent côté triangle d'or. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est s'appuyer sur ses alliés, qui ne sont pas forcément nombreux, mais surtout ne pas passer de temps sur les opposants. Donc logique de early adopters et stratégie des amis. La deuxième chose, c'est que nous regardons l'organisation d'une certaine façon. On va aller dire, mais finalement, qui sont les clients? Pour répondre à la question, qui sont les clients de cette transformation? On va aller regarder qui sont les managers de première ligne en partant de la ligne du terrain. Donc, c'est la première ligne de management en partant du terrain qui va devoir être embarquée dans cette transformation. On vous a mis ici un exemple qui est le cas Madame Figaro. Alors, on a accompagné depuis 10 ans le groupe Figaro dans sa transformation digitale. Donc, on a accompagné la transformation digitale du quotidien, du Madame Figaro et du magazine. Donc là, j'ai pris un exemple du Madame Figaro pour vous montrer les représentations que nous sommes amenés à réaliser avec le client, qui est en fait d'identifier les managers, les lignes de management et la ligne de management de premier niveau en partant du terrain qu'il va falloir aller embarquer. Donc, toutes les petites bulles vertes qui sont dans la zone orange clair en partant de l'extérieur du cercle sont les managers qu'il ne faut absolument pas rater, qu'il faut absolument embarquer dans la transformation. On n'embarque pas que les lignes intermédiaires ou que les lignes de direction. En fait, on va aller jusqu'à la première ligne de management. Alors, un manager de première ligne pour nous, ce sont les managers qui managent entre 7 et 30 personnes. Et ces managers, on les identifie pour les embarquer. Alors, je vous raconte une anecdote. Dans le cas du Figaro, c'était juste avant Madame Figaro, c'était quand on a travaillé avec le quotidien du Figaro. On fait ce qu'on appelle identifier le champ des acteurs. Chez nous, ça s'appelle le quadrillage du terrain. Et donc, on rencontre le secrétaire général. On lui montre ce schéma. Et ce qui a été très marrant, c'est que c'était le dernier qu'on avait rencontré. Et c'est le seul qui nous a identifié 3 petites poches à droite qui sont les 3 ronds verts dans les petits carrés, qui sont publicité, fabrication et rédaction en chef web. En fait, en particulier la fabrication et la pub, personne finalement ne nous l'avait identifié comme étant une entité à embarquer. Donc, on était presque au bord de faire une énorme erreur qui était de ne pas embarquer des personnes qui n'étaient pas dans cette organisation, qui se reconnaissaient dans cette transformation, mais qui étaient effectivement super impactantes pour réussir cette transformation, puisque la fabrication et la pub, d'abord la pub, c'est ce qui rapporte de l'argent, c'est ce qui remplit le chemin de fer d'un journal, et la fabrication, c'est ce qui fait qu'il arrive dans le kiosque. Et on était focalisé sur la rédaction, donc on découvrait ce monde à l'époque du quotidien, c'était la première mission. Et grâce au secrétaire général, on a pu identifier que des entités très importantes pour l'organisation n'avaient même pas été perçues par l'organisation elle-même qui devait se transformer, qui était la direction du Madame Figaro. Donc c'était une anecdote assez intéressante et que je dis souvent parce que c'est une erreur, c'est-à-dire qu'on se focalise souvent sur l'interne d'ailleurs, parce que la fabrication était une entité quasi extérieure. Donc, on avait oublié qu'il fallait aller chercher des gens qui contribuaient au fait que tous les jours, le journal sortait. Voilà. Donc, identifier le champ des acteurs, c'est le premier travail, c'est à qui cette transformation est-elle adressée. Et elle n'est pas seulement adressée au directeur, j'allais dire à un comité de direction ou à ses lignes intermédiaires. Elle est d'abord concernée par et en cible auprès des managers de premier niveau. Toujours, je répète, en partant du terrain, notre petite bulle verte. Voilà. Donc, identifier le champ des acteurs, c'est votre portefeuille client. C'est comme
une responsable commerciale qui a un portefeuille client, bah, un directeur de transformation, il a un portefeuille de clients qui sont les managers de première ligne. Il va falloir qu'il les anime. Voilà. Donc, c'est son portefeuille à animer dans son projet. Le troisième élément, c'est qu'on regarde l'organisation comme un système vivant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un système vivant? Ça bouge tout le temps. Donc, en fait, on est en train de construire, de faire évoluer quelque chose qui bouge tout le temps. Donc, c'est important dans la façon dont on va adresser la transformation. Alors, comment on décrit un système vivant? Et cette description, on va aussi la partager avec l'organisation pour commencer à installer, quand on parle de transformation, qu'est-ce qu'on va faire bouger dans ce système vivant? Alors, un système vivant, il est constitué de ce qu'on appelle un dehors. L'environnement de l'organisation qu'on va transformer, je reprends le Madame Figaro. Le Madame Figaro, il est le petit triangle orange au centre. Okay, et autour de lui, il a des clients, des concurrents, des nouveaux entrants, des fournisseurs, des régulateurs, par exemple dans les télécoms, il y a une logique de régulation très importante, de législation. Donc, l'environnement, un système vivant, il est bicéphale en fait. Hein. Je suis à l'intérieur, mais je suis soumis à un extérieur. Et on va apprendre à se mettre d'accord sur finalement qu'est-ce qui change dans notre environnement et comment on décrit notre environnement. Et cet environnement, il a une influence. Et quand on dit pourquoi on fait une transformation, c'est qu'on est capable d'expliquer quelle influence vient de l'extérieur sur mon organisation qu'on appelle le dedans. Donc, je ne me transforme pas parce que j'ai décidé un matin de me transformer. Je me transforme parce que je suis capable d'expliquer ce qui a changé dans mon environnement. Et c'est ce qui fait qu'un manager de première ligne va commencer à s'intéresser à votre transformation. C'est qu'on lui donne le sens de pourquoi on est en train de se transformer au travers de qu'est-ce qui bouge autour de nous et qui fait que nous sommes en menace. Donc, cette organisation le dedans, ce qu'on appelle le dedans, donc là, on pourrait dire le Madame Figaro ou votre organisation. Alors, le dedans, ça peut être une organisation qui s'appelle le Madame Figaro, mais ça pourrait être la direction à l'intérieur du Madame Figaro, par exemple, il y a la direction culture, le rédacteur en chef culture. Ça pourrait être, on pourrait dire, mais il n'y a que son organisation qu'on veut transformer. Hein. Alors, cette organisation, on l'a décrit comment? On dit, bah, elle a une raison d'être. Donc, la transformation va venir modifier cette raison d'être. S'il n'y a pas de modification de la raison d'être, ce n'est pas une transformation. La deuxième chose, c'est que cette raison d'être, bien sûr, ça vous le connaissez, elle est portée par des processus. Okay. Donc, la transformation, il va falloir être capable de dire en quoi cette transformation vient faire évoluer nos façons de faire, nos modes de fonctionnement. Elle transforme les organes humains, donc les hommes, dans leurs compétences, dans leur rôle, et même, j'allais dire, alors, on ne va pas parler d'organigramme. Okay. Bien sûr que l'organigramme, pour nous, c'est un résultat. L'organigramme va évoluer parce que les modes de fonctionnement vont évoluer. Ce qu'on va regarder surtout, c'est qu'est-ce que ça change en termes de rôle et responsabilité et de compétences. Évidemment, d'interaction, de mode de fonctionnement au travers des processus, de qui doit interagir avec qui. Et puis, on va décrire cette organisation aussi sur comment ça impacte nos organes non humains. Donc, les outils industriels en particulier, mais pas seulement. Comment ça modifie, par exemple, pour Madame Figaro, la façon de produire le magazine ou le journal, la production, comment ça modifie le site web, comment ça modifie les outils que je mets à disposition pour les bureaux, le foncier. Comment l'organisation va venir faire évoluer. Donc, en fait, quand nous, on regarde une transformation, on dit, bon, quand on discute avec un client, on va dire, ok, expliquez-nous d'abord pourquoi vous vous transformez au sens, qu'est-ce qui bouge dans votre environnement, qu'est-ce qui justifie cette transformation. Et on va toujours le prendre avec l'œil, chacun de nos intervenants va regarder ça du point de vue du manager de première ligne. C'est-à-dire qu'on écoute toujours le dirigeant nous raconter ça avec les lunettes du manager de première ligne en disant, mais est-ce que ce que tu me racontes, ça me fait lever demain matin? Si je n'y crois pas, si je ne vois pas de bénéfice, moi-même, si j'étais manager dans votre organisation, si je ne vois pas tous les critères que j'ai donnés juste avant, on va commencer à challenger le dirigeant et son comité de direction d'ailleurs sur bon, il y a des trous dans la raquette, moi je n'y vais pas tel que vous me le formulez, donc on va le reformuler ensemble. Donc, ça c'est important parce que c'est la transformation, c'est comment je vais être capable de formuler ce qui change
sur la façon dont nous fonctionnons aujourd'hui, de la raison d'être au processus, aux organes humains et aux organes non humains. Voilà. Et trop souvent, c'est ce que je disais tout à l'heure, on s'arrête entre, on peut avoir formulé la raison d'être, les grands chantiers de transformation de façon méta, mais par contre, on n'a pas été décrire, vous voyez, comment le petit bonhomme avec la petite roue à côté du processus, qu'est-ce que ça change pour lui. C'est pas qu'est-ce qu'il est demain, c'est qu'est-ce que ça change pour lui, c'est très différent. Donc la transformation, c'est un passage à construire. Je m'explique. En fait, trop souvent, on passe 80% du temps à construire la cible et 20% du temps ou de l'effort sur comment aller de l'état où je suis à l'état cible. On dépense beaucoup d'argent sur définir la cible que l'on veut être, mais très peu sur comment on va réussir le passage vers cette cible. Or, ce qui fait qu'on va réussir une transformation, c'est qu'on va être capable, devant la rivière, de se dire quelles sont les étapes, comment je passe le gué, là, comment les pierres, je vais les organiser, de façon à ce que chaque manager de première ligne, on l'aide à se formaliser ce chemin. Si on n'aide pas le manager de première ligne à formaliser, l'aider à formaliser, parce qu'il va le faire par lui-même, et par contre, mon rôle de projet, c'est d'aider chaque manager de première ligne à réussir à dessiner ce dessin et à le franchir. Voilà, donc une transformation, c'est bien comment je réussis à accompagner les managers à dessiner et à réussir ce passage. Donc, c'est pour ça qu'on met ce petit dessin derrière. C'est le passage vers un but commun. On arrive souvent sur des projets où on confond la cible et le passage. En fait, on a bien dessiné la cible, mais le passage n'a pas du tout été dessiné et travaillé avec les équipes. Donc, la transformation, c'est bien le passage de A vers B. J'ai A à mon organisation aujourd'hui, B à droite demain. Donc, comment j'aide effectivement les managers et les équipes. Quand je parle de managers, ce n'est pas que les managers, c'est les managers et leurs collaborateurs, à franchir ce passage et à répondre aux nouveaux besoins qui viennent heurter l'organisation. Et quand on disait que c'était un système vivant, c'est parce que, je suis sûre que vous le vivez tous aujourd'hui dans vos organisations. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant qu'on construit ce chemin et qu'on formalise ce chemin, la zone bleue là, du nouveau besoin continue à bouger. Donc, il va falloir apprendre aussi aux acteurs à être à l'écoute de ce qui se passe autour d'eux pour pouvoir tenir compte de ce qui se passe autour d'eux et de l'intégrer dans leur chemin. Donc, de rajouter des pierres ou d'alléger certaines pierres sur le chemin pour se dire, il y a un nouveau truc qui vient d'arriver dont il faut tenir compte, comment on l'intègre et comment on l'adresse. Voilà. Donc, c'est un système vivant dans le sens où ça bouge tout le temps et il va falloir en tenir compte et aider. Encore une fois, on est dans la relation d'aide, aider ces managers à en tenir compte. Voilà. Alors, le quatrième point, c'est que la transformation, on parlait d'aventure collective. Et donc, justement, cette transformation, elle va suivre une logique de maturité collective. Donc, on décrit la maturité en 5 niveaux, un peu à la méthode CMM. Et on dit que cette transformation, on va regarder comment chaque équipe de terrain en est sur cette échelle de 1 à 5. Alors, on va passer en revue les niveaux. En fait, le niveau 1, le niveau 1, c'est vous allez pouvoir évaluer pour savoir comment adapter finalement votre action de relation d'aide et d'aide à chaque unité de terrain. Il va falloir identifier où il en est. Donc, est-il niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5 ? Parce qu'évidemment, en fonction de là où il en est, ses enjeux ne sont pas les mêmes et donc ses besoins ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, c'est une grille qui permet de dire est-ce que si j'interviewe au manager et je me rends compte que en fait, lui, il n'a pas de connaissance particulière des enjeux de transformation, c'est le niveau 1 en haut. En fait, il peut ne pas avoir acheté le pourquoi de la transformation. Donc, ce qu'il attend, son enjeu, c'est pour vous, en tant que, par exemple, si vous êtes directeur de projet ou même patron de ce manager, ça va être d'aller générer le désir chez ce manager. C'est même pas la peine d'aller lui parler du quoi ou du comment, il en est encore au pourquoi. Et pour ça, une des solutions, par exemple, c'est d'apporter des preuves de ce qui se passe à côté, okay, et de ce que ça apporte comme bénéfice. Et souvent, il est en attente parce qu'il n'a pas perçu l'engagement de ses propres dirigeants. C'est souvent le cas. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu percevoir la menace ou la solution et même comprendre ce pourquoi, parce que son propre dirigeant
n'en a même pas lui-même conscience ou l'a même pas partagé avec lui. Donc, ce que cette grille, je vais faire le deuxième. Donc, quand on est en niveau, quand un manager et une équipe est en niveau 1, ce qu'on veut dire là, c'est qu'il va falloir adapter une solution à son niveau de maturité. Exemple, donc 2, niveau 2, il a acheté, quand je suis en niveau 2, j'ai acheté le pourquoi, mais je suis en train de challenger le quoi, c'est-à-dire ce qu'on appelle les processus, l'organisation où et les moyens nécessaires font débat. Bon, je suis d'accord qu'il faut aller là-bas, que cette destination, cette nouvelle étoile, je l'ai achetée, j'ai compris pourquoi on devait se transformer, en revanche, je ne suis pas complètement alignée sur la solution qui est proposée. Donc, il va falloir faire converger vers des nouveaux processus et une organisation cible. Quand on parle d'organisation, on parle de nouveaux modes de fonctionnement, on ne parle pas d'organigramme littéralement. Donc, il va falloir apporter de la méthode de travail, de la facilitation et surtout un protocole qui va faire qu'il va pouvoir venir proposer des choses qui vont être prises en compte. On va tenir compte de ces propositions, on va aller l'aider à co-construire avec nous. Nous sommes projet, si je me mets du côté projet, direction de projet. Et comment je vais aller le chercher? C'est que je vais tenir compte de propositions qu'il peut. Voilà, je saute par exemple au niveau 4. Je rencontre des managers. En fait, ils ont mis en place leur plan, commencé à mettre en place leurs actions de transformation, mais ça ne fonctionne pas très bien. Donc, quel type de solution on peut leur apporter? Par exemple, c'est de les amener à partager les meilleures pratiques avec leurs collègues. Comment je les mets en réseau? Comment je les amène à rencontrer des personnes internes et externes, d'ailleurs, en benchmark, pour les aider par eux-mêmes à trouver des solutions. Vous voyez que dans chaque cas, on ne vient pas pousser quoi que ce soit, on va les actionner pour aller vers des réseaux, des systèmes, des dispositifs qui vont les aider par eux-mêmes à se convaincre d'une solution crédible. Donc, on ne réfléchit pas à leur place, on met en place un système d'animation qui fait que, et ça c'est clé, je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut faire, par contre je suis là, moi projet, dispositif projet, pour t'aider toi manager à trouver la solution qui te correspond et qui te permette d'aller à l'objectif que tu t'es fixé. Ça, c'est fondateur. C'est-à-dire que quand on parle d'Over the Moon, la façon dont on l'aborde, c'est qu'on ne vient pas dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Et on amène d'ailleurs les dirigeants à ne pas dire à leurs équipes ce qu'il faut faire, mais bien à s'assurer que le dispositif les nourrit de façon à ce qu'ils trouvent dans tout ce qu'on leur amène une solution qui leur va bien et qui leur permet d'avancer. Voilà, donc ça c'est quatrième pilier, regard, excuse-moi, c'est on va systématiquement regarder où en est l'acteur en termes de maturité dans la transformation et on va aller l'accompagner avec des solutions différentes en lui mettant à disposition ces différentes solutions à lui de faire son choix, mais qui seront adaptées à là où il en est. Voilà, donc réussir une transformation, c'est construire, on l'a dit, une solution désirable et puis engager les acteurs dans sa mise en œuvre. Alors, je voulais juste m'arrêter sur une chose. On a parlé de projet tout à l'heure. Je vous disais, si je suis projet, quel est mon rôle vis-à-vis de l'organisation qui est en transformation? Je voulais juste m'arrêter 2 secondes là-dessus parce qu'il y a souvent confusion entre ce qu'on appelle le dispositif ou le système projet et ce qu'on appelle chez nous le système produit. Qu'est-ce qu'on appelle le système produit? C'est ce qu'on a appelé le dedans, l'organisation. Ce qu'on va appeler le système projet, c'est tous les moyens qui sont mis à disposition pour aider l'organisation à réussir. Et souvent, parfois, je ne vais pas dire souvent, mais parfois les deux sont mélangés, c'est-à-dire on ne sait plus dans les rôles et responsabilités qui est responsable du résultat et qui est responsable de fournir les moyens pour atteindre le résultat. Un directeur de projet ne se substitue pas, il est dans le projet, il n'est pas dans le produit. C'est-à-dire qu'il ne se substitue pas aux acteurs de l'organisation au sens celles qui doivent se transformer. À partir du moment où un directeur de projet accepte un projet, ça veut dire qu'il met à disposition des moyens, une animation, un système, qu'on appelle le système projet, au service du système produit. Il n'est pas celui qu'on va venir taper si les résultats ne sont pas atteints. Si les résultats ne sont pas atteints, on va aller regarder surtout pourquoi le terrain n'y arrive pas. La responsabilité du directeur de projet, c'est de s'assurer que les moyens sont adaptés. Mais j'ai vu trop souvent des projets où les dirigeants tapent sur l'épaule du nouveau directeur de projet qui vient d'être nommé en disant bonne chance. Ça, c'est tout le contraire de notre approche. C'est-à-dire qu'au contraire, nous, ce qu'on met en place, c'est que le directeur de projet
tape sur l'épaule des managers en disant « tu m'appelles si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour t'aider ». Ce qui est radicalement différent. Voilà, donc moi, système projet, je suis à votre disposition. Et donc, pour réussir, ça veut dire qu'il faut engager les lignes managériales dans leur responsabilité de résultat. Et ce n'est pas le directeur de projet qu'on engage sur un résultat qui est celui qui est du domaine du terrain et de l'organisation qui doit se transformer. Voilà, ça c'est, je vous assure que c'est une grosse partie des problèmes des projets. Voilà. Alors, on arrive au diagnostic. Comment vous aider à piloter une transformation? Donc, on a développé 14 critères pour aider à piloter une transformation. Alors, je ne vais pas partager les 14 avec vous. Ils sont disponibles, hein, ils sont ouverts au public. Il n'y a pas de secret parce que ce qui compte, c'est de réussir les projets. Donc, ces 14 critères, on va juste en couvrir 5 parce que… alors, pardon, je m'assure que je suis… Voilà, il est midi, je vais que vite pour vous laisser du temps pour les questions. Ces 14 critères, on va en passer en revue 5. Ces 14 critères, c'est ce qu'on a dans nos lunettes dès qu'on arrive sur un projet de transformation. Nous, on va avoir en tête ces 14 critères et on va regarder systématiquement, quand on arrive sur un projet, qu'est-ce qui est vert, orange et rouge. Mais surtout, c'est un outil très puissant qu'on utilise en fait avec nos clients. C'est-à-dire que quand on arrive sur un projet, on va faire ce diagnostic avec l'équipe projet du client ou avec le comité de direction du projet. Si par exemple c'est un projet en cours ou même si on veut démarrer un projet, on va… en fait, c'est notre façon de partager notre méthode avec les clients. On va dire, ben voilà, un projet de transformation, voilà ce qu'on va faire ensemble. On va s'assurer que ces 14 critères sont au vert pendant toute la durée du projet. Et quelle est la responsabilité d'ailleurs de chacun là-dessus? Alors, évaluer les critères, c'est se poser les bonnes questions avant et pendant donc, la transformation. Alors, je vous en partage 5 questions un peu test avec vous. Alors, une première question test que vous pouvez vous demander sur un projet de transformation, c'est la demande de transformation exprimée par votre dirigeant à votre organisation installe-t-elle un objectif à atteindre à moins de 3 ans et une première étape à moins de 3 mois? Quand on part souvent de plans stratégiques à 5 ans ou à 10 ans, on est donc vraiment long terme. La question qu'il va falloir se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour dans 3 mois et dans 3 ans? Voilà. Donc, si je n'ai pas une première étape à moins de 3 mois, ça va être très compliqué pour un acteur déjà de s'engager parce que ça va lui paraître loin, il va y avoir d'autres priorités avant, il va avoir du mal à le remettre dans sa chronostructure, dans sa structure de temps. Donc, une première étape à moins de 3 mois, c'est une façon, c'est obligatoire, pardon, pour formaliser cette transformation à courte échéance pour un acteur, un manager, une équipe de terrain. La deuxième question, c'est les exigences de transformation issues de la nouvelle stratégie sont-elles exprimées? Alors, qu'est-ce qu'on appelle des exigences de transformation? Ça veut dire, est-ce que votre nouvelle stratégie, vous avez exprimé, formulé ce que ça change pour chaque process maître de l'organisation, processus ou sous-processus. Je prends un exemple. Vous avez un problème de… Je vais prendre un exemple que j'ai vécu d'ailleurs, tiens, dans ma vie, quand j'étais chez Danone, je travaillais 10 ans pour Danone. On mettait en place J.D. Edwards, qui est un ERP, comme un équivalent d'un SAP. Et on avait un problème d'encaissement client. En fait, on avait des clients qui nous mettaient les factures on hold, comme on dit, et donc on n'était pas arrivé. Et on s'était rendu compte que ces règlements ne se faisaient pas parce que lorsque les livraisons chez les clients étaient réalisées, les clients faisaient des refus pour des problèmes de qualité palette, de manquement de produits, et donc tout ça s'empilait. Et donc, on avait changé, on avait mis une nouvelle exigence qui était que on avait changé la règle de facturation des clients en interne, qui faisait que donc on avait exprimé une nouvelle exigence de facturation client pour adresser ce problème de non-règlement des clients. Ça, c'était une exigence de transformation opérationnelle qui vient traduire une nouvelle stratégie, d'ailleurs, qui était à l'époque une stratégie de performance opérationnelle, au sens où on lançait des nouveaux produits, etc. Il fallait améliorer le go-to-market des produits.
et donc accélérer le go-to-market des produits. Et donc, on avait changé une exigence concrète de facturation des clients. Voilà. Donc ça, si ça, ce n'est pas formulé, ben, ce n'est pas concret pour le terrain. Donc, il faut s'assurer que ces nouvelles exigences qui font évoluer les processus sont exprimées. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas ce qu'est le processus, c'est ce que je dois changer entre ce que je fais aujourd'hui et ce que je fais demain. Troisième question, chaque manager de l'organisation a connaissance des exigences de transformation auxquelles il doit répondre. Oui, parce que moi qui suis responsable de l'administration des ventes de la BUB, okay, est-ce que vous avez sorti plein d'exigences de transformation, mais quelles sont celles auxquelles moi je dois répondre? Est-ce que vous pouvez me faciliter la vie? Donc, a-t-il connaissance de ceux qui l'impactent en premier lieu? Voilà. Trop souvent, on va diffuser un ensemble de types de changements, mais en fait, il faut faire continuer la vente jusqu'au bout, c'est-à-dire dire, bah, non, mais les exigences qui, toi, en tant que fonction responsable d'administration des ventes, voilà les exigences sur les processus sur lesquels tu es impacté, auxquels tu vas devoir dire à l'organisation comment tu proposes de les adresser. Donc, il y a une logique intuitu personné encore. Alors, intuitu personné, c'est pas si vous avez 10 responsables, c'est pas que Marie a des exigences différentes de celles de Joël, mais c'est en tant que responsable ADB, dans notre fonction de responsable ADB, qu'est-ce qui change pour nous? Quatrième question que vous pouvez vous poser, c'est la méthode de mise en œuvre de la transformation permet-elle de confronter ces nouvelles exigences qu'on appelle nous descendantes, vous me pardonnerez le jargon, avec celles remontantes du terrain dans un processus d'apprentissage collectif? Je reformule. Les exigences de transformation de la responsable d'administration des ventes, est-ce qu'elle a est-ce qu'elle a un endroit, un lieu, un moment, un système, un dispositif qui lui permet de venir partager en quoi ça lui pose problème? Et pour que ça marche, voilà ce qu'il faudrait adapter ou voilà comment elle propose de le prendre. Est-ce que ça change même peut-être sur l'exigence telle qu'elle était formulée au départ? Ça, c'est le cœur du réacteur pour transformer vos alliés, vos hésitants en alliés. Ce sont des gens qui, si on ne vient pas tenir compte de leur remontée terrain, c'est-à-dire de leur vécu, de leur réalité terrain, okay, vous les perdrez immédiatement. Donc, il faut s'assurer que votre projet permette de tenir compte de ces remontées terrain, de chacun des managers d'ailleurs que vous avez engagés. Alstom, on avait 550 managers, on a tenu compte des remontées des 550 managers. Voilà. Donc, quand on dit dans un processus d'apprentissage collectif, c'est-à-dire que comme la remontée du terrain, elle va toucher aussi d'autres processus, par exemple la responsable d'administration des ventes, quand elle va faire une remontée sur une exigence qui lui incombe et qu'elle dit bah oui, mais si je voulais que je fasse ça, il faut aussi changer quelque chose à la finance et je ne l'ai pas vu dans les exigences, par exemple finance, okay, il va falloir en tenir compte. Et pourquoi c'est collectif? Parce que vous avez compris, c'est systémique. Donc il faut tenir compte évidemment des effets collatéraux de ces remontées terrain. Voilà. Et il faut que ce soit en continu, c'est pas seulement à un moment du projet, c'est tout le temps, que ce soit la phase de démarrage de la transformation ou la phase bien avancée de mise en œuvre. En fait, parce que c'est pendant la mise en œuvre qu'on a les problèmes qui apparaissent. Plus on avance dans la mise en œuvre, plus les problèmes apparaissent. Et comme on s'est dit tout à l'heure que ça change autour de nous, on est obligé d'avoir ce processus de confrontation. Quand on dit confronter, c'est au sens fertile, hein, c'est-à-dire de s'assurer qu'on colle bien notre projet à la réalité du terrain et qu'on ne perd pas les acteurs. Dernière question que je vous proposais ce matin, c'était le système de pilotage de la transformation est-il dirigé par l'envoi de signes de reconnaissance aux unités ou aux équipes qui réussissent? L'homme vit des perspectives, des signes de reconnaissance de sa tribu. Ça, c'est fondateur aussi, c'est-à-dire que l'homme vit des signes de reconnaissance qu'on lui envoie. Donc, ça veut dire que la transformation, ce n'est pas seulement des indicateurs de résultats. Les résultats, ils sont issus de gens qui ont eu des succès. Donc, ça veut dire que si je ne communique pas, et surtout si je ne communique pas, sur ce que font les gens, ce qu'ils réussissent ou ce qu'ils ne réussissent pas, mais sur lesquels ils se battent pour réussir, parce que les échecs sont plus, on le sait, on apprend plus des échecs que des succès. Donc, envoyer les signes de reconnaissance aux gens qui sont dans l'action, dans la contribution, ça ne coûte pas cher et c'est ce qui fait qu'un projet booste et accélère. Voilà. Et ça ne coûte pas grand-chose. Mais
c'est ce qui fait que votre projet va durablement réussir parce qu'ils vont être mis en valeur. Et j'insiste aussi, si on revient au début, vous allez rapprocher des solutions ceux qui au départ étaient sceptiques, et donc ça va être un deuxième facteur d'accélération de votre projet. Voilà. Alors les 14 critères, les voilà. Alors il y a 14 critères sur ce qu'on appelle le système produit, c'est-à-dire ce que l'on doit transformer. Oui, il y a 7 critères. Donc le orange, c'est la partie, ce qu'on appelle le système produit. Comment faire pour que ce système produit soit désirable, c'est-à-dire la solution de transformation soit désirable pour le terrain, pour remplir 7 critères. Et 7 critères pour que votre dispositif projet de transformation adresse correctement les enjeux du terrain en transformation. On appelle à gauche le système de transformation. Voilà, donc vous avez 7 critères, 7 qui vous permettent de dire s'ils sont au vert, ces critères, je suis normalement, il n'y a pas de problème, je vais bien piloter mon dispositif de transformation, mon dispositif projet, pardon. Les colonnes, en une seconde, T1, T2, c'est territoire, c'est-à-dire que ce dispositif projet, je vais pouvoir me dire, est-ce que sur chacun des territoires que je dois animer, est-ce que je suis bien vert, même vu et vécu par les territoires, c'est-à-dire chaque critère doit être au vert, pas seulement, en fait, c'est au vert au niveau global parce que chaque territoire est vert vis-à-vis de ce critère. Voilà. Chaque territoire, c'est les petites bulles vertes du Madame Figaro. Chaque manager correspond à un territoire organisationnel. Et on va dire chaque territoire est bien ouvert sur chacun des critères. Voilà. J'en ai fini. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous laisse me poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit.